Isabelle Floren, on va commencer en regardant les unes de la presse régionale. On en a sélectionné 3. D'abord, la une de Paris-Normandie. On l'a vu dans le journal, c'est le trafic de drogue dans le viseur de Retailleau. C'est la une du journal. En visite au Havre, le ministre de l'Intérieur a annoncé la création d'une nouvelle cellule anti-stupéfiants. La deuxième une, c'est celle de la dépêche. France-Algérie, rien ne va plus. Les relations se tendent entre Paris et Alger. Le ton est monté d'un cran après que la France a décidé d'expulser des influenceurs pour leurs propos haineux. Et puis la dernière une, c'est celle de la presse de la Manche. Il y a 50 ans, la loi Veil changeait la vie. Le 17 janvier 1975 était promulguée cette loi légalisant l'IVG. Quelle une choisissez-vous? Le Havre, Normandie, sur la lutte contre le narcotrafic. Évidemment, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce qu'on y travaille depuis quelques mois et même presque une année sérieusement à la commission des lois au Sénat avec le rapport d'Étienne Blanc et de Jérôme Durin qui a été, donc, le gouvernement s'est saisi, gouvernement Barnier, et puis maintenant le gouvernement Bayrou, et il est inscrit à l'ordre du jour avec des propositions faites par les sénateurs qui ont été revues par le gouvernement. Et c'est un vrai sujet, c'est un vrai enjeu pour notre territoire. On voit bien que ce trafic s'est étendu depuis ces dernières années sur l'ensemble du territoire, ne concerne plus que les métropoles malheureusement, et qu'il faut donner à la justice, aux forces de l'ordre et à l'ensemble des acteurs du territoire les moyens de lutter ensemble contre ce fléau. Ouais, il y a eu les annonces hier de Bruno Retailleau, on l'a vu dans le journal, et notamment la création de cette nouvelle cellule anti-stupéfiants. Il y a eu les annonces dimanche soir de Gérald Darmanin, qui a notamment annoncé vouloir d'ici l'été une prison de haute sécurité pour regrouper dans une même prison les 100 plus gros narcotrafiquants. C'est la bonne solution? C'est une solution, en tout cas, qui a été regardée. J'ai entendu les professionnels avec attention, parce que, comme il le dit, on ne peut pas lutter contre ces personnes de la même façon, et qu'il faut doter notamment ces maisons d'arrêt de moyens supplémentaires. Donc l'idée de les regrouper et de sécuriser de façon plus importante, et notamment d'empêcher toute forme de communication avec ces détenus, me semble aller dans la bonne direction, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler avec le garde des Sceaux très prochainement. Vous allez le recevoir, oui. Vous allez l'auditionner à la commission des lois? On le rencontre déjà demain avec les membres de la commission des lois demain dans la journée. On va parler du discours de François Bayrou qui est évidemment très attendu. Ce sera à 15h, sa déclaration de politique générale. Est-ce qu'il va annoncer la suspension de la réforme des retraites? Je ne suis pas dans le secret des dieux et je ne pense pas que ça soit, en tout cas... Il va falloir, dans ce discours, il me semble, que François Bayrou va avoir d'abord à présenter pour la France et pour les parlementaires un diagnostic, un bilan déjà de l'état de notre pays et le partager avec la représentation nationale. Et ça, je pense que François Bayrou en a parfaitement conscience. À partir du moment où on se met d'accord sur le diagnostic pour le pays, on peut avancer sur les moyens d'en sortir et de trouver des solutions. Et qu'effectivement, la question des retraites fait partie des sujets et des enjeux. Et l'enjeu majeur derrière, c'est comment on résout dans l'immédiat la question du déficit public dans le prochain budget. Donc, les discussions ont été entamées. On voit bien qu'il y a encore un sujet, que chacun campe sur ses positions, c'est bien normal. Ça coince avec les socialistes. Il y a eu un changement de ton des socialistes hier avec les dernières réunions. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait échapper à la censure? Je pense qu'il y a encore, jusqu'au dernier moment, moyen de discuter. Moyen de se mettre d'accord, moyen d'annoncer des choses. On sait très bien que est-ce que ces choses, ça doit être la suspension? Est-ce que vous dites il faut suspendre la réforme? Non, je dis que la suspension, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi réellement? Même les constitutionnalistes nous disent qu'est-ce que ça veut dire? On suspend les traitements actuels des retraités? Non, soyons raisonnables. Ni abrogation, ni suspension, le président Larcher l'a dit. Trouvons un moyen. Les socialistes avaient voté, sous l'époque François Hollande, une réforme qui s'appelait la réforme Touraine, qui permettait l'allongement des durées de cotisation. Tout le monde sait que l'allongement de la durée de vie, que la démographie entraîne forcément un allongement maintenant, et chacun partage ce constat de la durée de cotisation.
regardons sur la durée de cotisation ce qui est possible de faire, convoquer une conférence de financement dans l'immédiat, permettre aux partenaires sociaux de revenir dans le jeu pour trouver des solutions ensemble, ce qu'ils font dans le domaine de la retraite et du privé. Pour l'Agirc Arrco, c'est ce qu'ils font. C'est les partenaires sociaux qui fixent les financements et qui fixent les points. Donc là-dessus, il y a des solutions. Je ne doute pas que le Premier ministre en apportera, présentera et fera des propositions en ce sens. En tout cas, il faut trouver des solutions. Je pense jusqu'au dernier moment, chacun peut aussi faire un pas vers l'autre. C'est ça notre culture. La culture de François Bayrou, la culture des centristes derrière ça, c'est une culture de compromis. Et derrière cela, il faut se dire aussi, et ça l'ensemble des partenaires et l'ensemble des groupes politiques qui discutent doivent le savoir, 2 Français sur 3 souhaitent que nous adoptions un budget et souhaitent la stabilité pour notre pays. Et on va parler du budget sur la réforme des retraites, la suspension de la réforme des retraites. Ça ne fait pas plaisir à une grande partie du socle commun. On va notamment écouter Édouard Philippe, il était hier au Havre. Je ne le dis pas pour exprimer des lignes rouges, je le dis pour exprimer des lignes qui sont claires. Nous devons regarder la réalité en face. Discuter sur le système de financement des retraites demain, pourquoi pas ? Ça n'est jamais mauvais de discuter avec l'ensemble des organisations syndicales. Pourquoi pas ? Mais revenir en arrière, perdre du temps, placer la France dans une situation financière plus critique, me paraît une mauvaise idée. Édouard Philippe, dans sa ville du Havre, est-ce que François Bayrou se retrouve tiraillé entre son camp et les socialistes, avec qui il doit trouver un accord pour éviter la censure ? Édouard Philippe connaît bien le sujet et il a raison de dire qu'il n'est pas question de revenir en arrière. Le sujet n'est pas de revenir en arrière. Le sujet est de dire que trouvons des solutions, il le dit, peut-être nouvelles, différentes de financement. Cette réforme, on rappelle, elle n'a pas été sur l'âge, en tout cas l'âge pivot de départ, et sur sa méthode d'adoption, n'a pas été partagée et a été, en tout cas, sur une partie du socle commun actuel, et notamment des centristes, et notamment du groupe MoDem à l'Assemblée. Le 49.3 pour adopter une réforme de ce type, et une réforme sociale, n'a pas été des plus faciles et a été difficile à comprendre. Mais est-ce que vous nous dites ce matin, tant pis, il ne faut pas annoncer de suspension, quitte à aller jusqu'à la censure ? Je ne suis pas à la place du Premier ministre. Je dis qu'il faut trouver la voie. Elle est étroite pour le Premier ministre. Elle est étroite pour le ministre de l'Économie qui a fait ce travail avec la ministre des Comptes publics. C'est un chemin de crête. Chacun doit faire un pas pour cette non-censure aussi. J'entends la droite, on entend la gauche. Il n'y a pas de majorité. Donc, trouvons ce chemin et répondons aussi à l'attente des Français qui, depuis des mois, nous demandent de la stabilité. Parce que la stabilité qu'on apportera aux Français, c'est les emplois de demain pour notre pays. Sinon, c'est le décrochage. Et puis moi, j'attends aussi que le Premier ministre nous donne aussi des voies d'économie pour notre pays. Et ça, c'est important. Et ça aussi, c'est dans le discours, à mon avis, des choses qu'attendent une partie de la majorité sénatoriale. Et justement, on va en parler de ce budget, puisque l'enjeu immédiat pour François Bayrou, ça va être de faire voter un budget. Le Sénat reprend les travaux sur le texte dès demain, mais la tâche, là aussi, s'annonce compliquée, avec des positions qui ne sont pas toujours alignées entre la droite et le centre. On voit ça avec Yann Effelé. Bonjour Yann. Bonjour Oriane, bonjour Madame Floren. Bonjour. Et Yann, François Bayrou tente de trouver une majorité pour voter un budget. Il a mis le cap à gauche au risque de tendre sérieusement son socle. Oui, son socle. Mais quel socle déjà? C'est en réalité la réponse à cette question qui détermine toute la difficulté pour François Bayrou. On peut imaginer le socle comme l'ensemble des partis qui participent au gouvernement, c'est-à-dire LR, Renaissance, MoDem, Horizon, UDI, j'ai oublié personne, Renaissance. Ça équivaut à 233 sièges. Il en manque donc 56 pour une majorité absolue.
C'est pour ça que le Premier ministre cherche des alliés. Les socialistes sont 66. Si François Bayrou les a avec lui, c'est une majorité absolue. Autrement dit, même si toutes les oppositions s'unissent dans un vote contre, son budget passe. Mais pour convaincre une partie de la gauche de ne pas s'opposer, il envisage de faire des concessions. Et parmi les concessions, vous en avez déjà évoqué une, la réforme des retraites. L'autre qui circule beaucoup, c'est la question des impôts. Ce qui irrite à droite, comme l'a rappelé Vincent Jeanbrun, c'était hier sur ce plateau. Ce que nous attendons du gouvernement Bayrou, c'est trouver des économies avant toute évocation d'un levier fiscal. Car, et là Laurent Wauquiez a été extrêmement clair, notre président de groupe, nous ne voterons pas un budget dans lequel il y a des augmentations d'impôts. Donc à bien noter que pour LR, il ne s'agit pas de censurer, mais de ne pas voter en cas de désaccord. Et au sein du socle, tous les partis ne sont pas sur une ligne aussi ferme. Oui, Édouard Philippe, le patron d'Horizon, s'est dit prêt la semaine dernière à accepter un effort budgétaire un peu moindre s'il permet de conserver la stabilité politique. Le message est clair pour l'ancien Premier ministre, il n'est pas question de tracer des lignes rouges, il l'a encore répété hier. Alors même que lui, comme LR, il appelle à faire des économies, à baisser fortement la dépense, et ce n'est pas le chemin qu'a emprunté le ministre à Bercy, en témoigne la projection de déficit pour 2025. Michel Barnier visait 5%. Là, pour François Bayrou, c'est plus 5,4% en cause les mesures fiscales qui étaient prévues dans la dernière version du budget et qui ne pourront pas s'appliquer faute de rétroactivité. Côté Renaissance, tout dépend des profils. Il y a d'un côté Yael Braun-Pivet, par exemple, ancienne du PS, qui n'est pas opposée à une nouvelle imposition du patrimoine, à une hausse de la flat tax. Et puis d'un autre, il y a un Gérald Darmanin, un ancien LR, qui lui ne veut aucune augmentation d'impôts. Et puis il y a le MoDem, auquel vous appartenez avec le Premier ministre. Le MoDem qui a voté lors du dernier budget un certain nombre d'augmentations d'impôts avec la gauche, l'augmentation de la flat tax, par exemple, la taxe sur les superprofits, la pérennisation de l'impôt sur les hauts revenus. Est-ce que vous ne craignez pas, dans ces conditions, une rupture du socle commun ? C'est un enjeu important. Le cercle commun, vous l'avez dit, il s'est élargi sous le gouvernement Barnier et il faut arriver à trouver un compromis avec l'ensemble des partenaires sur effectivement un équilibre entre les économies et la justice fiscale. Nous avons essayé, vous parliez du MoDem et le groupe MoDem et le groupe démocrate depuis des années, de trouver au moins sur les hauts revenus, sur les fortes impôts, sur les hauts revenus, une imposition supplémentaire. Nous n'étions pas complètement favorables à ce qui a été la suppression de l'ISF et la transformation en IFI. Nous avions fait des propositions différentes. On sait très bien qu'en même temps, une partie de la droite et du centre-droit nous dit touchez pas, on est déjà un pays où il y a suffisamment de taxes et nous l'entendons. Donc tout l'enjeu, effectivement maintenant, c'est de retrouver un système juste, sans alourdir de façon pérenne, je pense, mais trouver des solutions peut-être à court et moyen terme pour retrouver cet équilibre. On n'est pas contre quand même une imposition supplémentaire. Les centristes l'ont dit, même au Sénat. Jusqu'où ? Jusqu'où ? On sait que la France, déjà, le niveau d'impôt est très élevé. C'est sur les entreprises haute contribution. Il y a déjà eu des contributions supplémentaires qui ont été votées dans les budgets précédents. Et des efforts qui avaient été faits de ces entreprises, notamment suite au Covid, qui avaient eu des revenus plus importants. Regardons un petit peu les choses de façon précise, dans le détail. Il y a des propositions qui ont été faites par Michel Barnier. Il faut trouver cet équilibre que chacun... Et Édouard Philippe l'a dit une fois de plus, et François Bayrou, je pense, le redira. Essayons de voir ce qui nous rapproche et les points de compromis avant de mettre les lignes rouges. C'est aussi une façon et une méthode de rentrer dans ces discussions de façon plus consensuelle. Je pense que ce qui nous rapproche entre partenaires du socle commun, c'est cette volonté quand même d'appartenir tous à un bloc libéral et à être des partis de gouvernement et à avoir une envie, et je pense qu'avec des sociodémocrates, ce qu'on appelle les sociodémocrates, c'est-à-dire une partie des socialistes, quand même une très grande partie des socialistes, souhaitent et ont fait partie de gouvernements successifs qui sont favorables à une économie de marché, qui sont favorables à ce dynamisme économique, qui savent que les emplois sont créés par les entreprises. Donc vous voyez, donc pour vous, il est possible de chercher des gens à gauche sans mécaniquement perdre les gens de droite ? Absolument. Mais énormément de pays européens fonctionnent de cette façon-là.
sur la base de proportionnel, ce qui est un système différent, mais finalement... C'est moins dans la culture française, on le voit. C'est une culture ça fait plusieurs mois qu'il y a du mal à trouver. On voit bien, elle a du mal. Elle a du mal à naître. Moi, je fais confiance à François Bayrou, que je connais bien, pour être capable d'entendre, de retrouver, de reformuler avec ses mots, et puis surtout de donner des trajectoires, en partageant les diagnostics, de donner une trajectoire. Ce que nous voulons, en fait, pour notre pays, à la fin, ce que nous voulons, c'est ne pas être dégradé dans les mois qui viennent, parce qu'à ce moment-là, c'est tout le monde qui est embarqué, et la responsabilité sera grande. Ouais. Pour les chefs de parti et les chefs de groupe. Est-ce que pour ne pas être dégradé, on peut se permettre de déroger de la trajectoire de Michel Barnier, qui était de 5% fin 2025, et aller à 5,4, voire plus? Tout dépend sur combien d'années on envisage le rattrapage de ce déficit. Les marges Donc on décale encore 2029 ? Je ne connais pas le calendrier qui sera proposé par François Bayrou. Mais en tout cas, réfléchissons, ce qu'avait dit Michel Barnier, on réfléchissait sur la base d'un quinquennat. Il faut voir ce qui est possible cette année, compte tenu du contexte actuel. Et donc, je pense que se donner une marge de manœuvre, comme il l'a fait dans la discussion sur les 5,2 ou 5,3 de déficit, est une bonne chose. Éric Coquerel dit ce matin que le budget Bayrou, ce sera le budget Barnier en pire. Qu'est-ce que vous dites? Oui, bon, enfin, oui. LFI, c'est pas un parti de gouvernement, à ce que je sache. Ils sont là pour critiquer, très peu pour faire des propositions, ou en tout cas des propositions irréalistes, on le sait très bien. Yann. Je reprends ce que je disais à l'instant on voit qu'il va du coup chercher François Bayrou les personnalités du PS qui, elles, veulent plus de justice fiscale. Et puis d'un autre côté, il y a le bloc à droite qui est très uni, les LR, qui disent aucune augmentation d'impôts. Dans ces cas-là, dans ces conditions-là, est-ce que vous voyez un chemin pour qu'ils puissent voter ensemble? Alors, la droite dit aucune augmentation d'impôts, mais ceci dit, Michel Barnier, dans son présentation de budget, les avait prévus. Donc, de quel budget parle-t-on? Nous repartons sur la mouture qui a été présentée par Michel Barnier. On reprend demain au Sénat sur cette mouture. Donc, nous allons cheminer sur ces propositions avec des amendements et avec le gouvernement. Donc, soyons aussi raisonnables. Moi, je fais confiance, en tout cas, au Sénat. Et je fais confiance à la majorité sénatoriale pour avancer sur la base de ces compromis. Inspirons-nous aussi de ce que fait le Sénat depuis des années, c'est-à-dire de cheminer ensemble, la droite et le centre, sur des propositions finalement communes qui sont un pôle de stabilité et des bases de compromis intéressantes. Donc je pense que le gouvernement peut aussi entendre la voix du Sénat et la voix raisonnable du Sénat. Qui n'a pas trop été entendue, parce que l'année dernière, le Sénat avait proposé beaucoup d'économies qui n'ont pas été suivies par le gouvernement. Absolument, on en propose toujours. On a une PPL, une proposition de loi de Nathalie Goulet qui va être présentée demain en commission des lois sur la suppression d'un certain nombre de comités, comme elle l'appelle Théodule, ou d'agences. Mais ça suffit pour faire des économies ou il faudra aller plus loin? Est-ce qu'il faut par exemple toucher au nombre de fonctionnaires? Il faut en tout cas réfléchir à des redondances et dans l'administration d'État et dans l'administration territoriale. On peut se poser des questions. À partir du moment où on décentralise, est-ce que c'est important de garder à l'échelle nationale un certain nombre d'agences ou un certain nombre de fonctionnaires? Il y a la question de la décentralisation, il y a la question de l'administration territoriale et de l'administration des centrales de l'État. Il y a la question du doublement par des agences, toutes ne sont pas complètement utiles. Un certain nombre de rapports de la Cour des comptes, depuis des années, pointent ces problèmes, entre guillemets, de déficit et de gabegie financière. Donc, inspirons-nous des travaux existants. On va continuer à parler budget. On remercie Yann, à tout à l'heure. À tout à l'heure, on parlera du contenu de la déclaration de politique générale. Les attentes sont nombreuses. Et ce sera à suivre, évidemment, dans le club. On continue à parler budget. On retrouve Jacques Paquier, le directeur de la rédaction du journal du Grand Paris. Bonjour Jacques, merci beaucoup d'être avec nous. On parle budget, mais budget des collectivités locales. Oui, absolument. Madame Florennes, vous le savez, les maires étaient très inquiets lors du dernier congrès des maires. Ils ont arboré un brassard noir pour exprimer leur inquiétude. À l'époque, le budget qui n'a pas été adopté prévoyait 5 milliards d'euros de ponctions. L'Île-de-France est particulièrement concernée
puisqu'en fait, ça touche en priorité les grosses collectivités. L'Île-de-France ou les Hauts-de-Seine, dont vous êtes élu, subissent déjà une décrue importante des droits de mutation, hein, ce qu'on appelle les frais de notaire, compte tenu de la crise de l'immobilier. L'investissement local, c'est 70% de l'investissement public, c'est la solidarité. Est-ce que vous êtes inquiète? Est-ce que vous allez vous battre lors de ce nouvel examen du budget pour défendre les budgets locaux? Alors, déjà au Sénat, il y avait eu une modification sur le prélèvement et nous s'étions mis d'accord sur 2 milliards, comme vous le savez. Donc, ça avait été revu dans l'époque précédente du gouvernement Barnier. Et puis, vous dire les choses. Vous savez, j'ai voté, avant Noël, un budget dans ma collectivité, Ville de Suresnes. Nous avons voté le budget avec le maire sur la base de la ponction initiale, c'est-à-dire des 5 milliards. Nous avons fait un budget sur la base de ces économies. Les collectivités sont raisonnables, les collectivités doivent présenter des budgets à l'équilibre et le maire et les élus locaux ont fait cet effort constant depuis des années. Et encore cette fois-ci, je vous parle de ma ville, où nous avons présenté un budget en prenant en compte cette mesure d'économie. Si finalement, le gouvernement Bayrou et le budget de ce gouvernement prévoient ces 5 milliards, nous aurons fait des économies finalement qui seront profitables pour l'avenir. Et puis sinon, nous serons bien dans les clous. Mais ce que je veux dire, c'est que les élus locaux, globalement, font ce travail d'examen sérieux de leur budget. Après, il y a toujours des marges de discussion, d'économie à trouver partout. Mais le problème, vous l'avez dit, c'est 75% des investissements publics. Le problème, la question aussi, c'est le service public de proximité. C'est ce que nous assurons derrière. Quel service public on veut rendre à la population? Vous parlez des collectivités d'Île-de-France. C'est dans un département comme les Hauts-de-Seine, 1,7 million de personnes. Donc il faut subvenir aux services qui attendent un service à la population. Donc derrière se pose la question, et Catherine Vautrin l'avait dit en son temps, aussi d'une contribution locale, citoyenne, de réfléchir à cet impôt local qui avait été supprimé, la taxe d'habitation. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des besoins, et il y a un besoin de services publics de proximité qui est assuré par les collectivités. Il y a un besoin d'investissement, et c'est nécessaire aussi de ne pas casser cette dynamique d'investissement. Et en même temps, vous avez, la plupart du temps, je vous dis, des élus qui font cet effort budgétaire et qui l'ont déjà fait. S'il fallait faire un effort supplémentaire, vous parliez des doublons avec l'État tout à l'heure, vous dites qu'on peut faire des économies partout. Certains semblent considérer qu'on est déjà à l'os et que le moindre euro de moindre dotation se traduira par des services publics en moins. Quel est votre regard sur cet aspect-là ? Il faut être vigilant. On a effectivement des sujets. Alors, chaque collectivité, je l'ai vu dans la mienne, on peut étaler, on reporte forcément des investissements dans des bâtiments, des investissements malheureusement énergétiques ou parfois très coûteux. Ça veut dire qu'on les étale et qu'on revoit l'étalement dans le temps. On reporte d'1 ou 2 années les premiers investissements ou on revoit l'étalement dans le temps. Il y a des solutions sans gréver, vous le savez bien, l'autofinancement des collectivités qui permet cette capacité finalement ensuite d'emprunt. Donc là-dessus, les maires et leurs équipes ont des bons gestionnaires dans la plupart des cas. Ils savent qu'ils sont au plus près de la population et c'est ça qui compte dans les décentralisations, c'est cette proximité. Merci beaucoup, Jacques. J'avais une dernière petite question. Très très vite, il nous reste 10 secondes. Ah bon, c'est pas grave. Allez, la prochaine fois. Prochaine fois. C'est pas l'occasion de relancer la réforme du Grand Paris, puisque l'Île-de-France est aussi un exemple de suradministration. Absolument, et parfois coûteuse. Voilà, vous avez tenu les 10 secondes. Merci Jacques, merci d'avoir été avec nous. Transport, le bus laboratoire de la concurrence en Ile-de-France est à la une du journal du Grand Paris. Merci beaucoup Jacques Paquier d'avoir été avec nous. Et merci Isabelle Floren, merci d'avoir été là. On suivra bien sûr le discours de politique générale de François Bayrou qui sera lu en même temps ici au Sénat par Elisabeth Borne.